Après que la police ait retrouvé son corps, il ne restait de Rurika Tojo que 49 fragments d'os et 172 petits morceaux de chair. Je vais vous raconter son histoire. Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons au pays du soleil levant et des cerisiers fleuris, le Japon. Notre histoire se déroule dans la capitale, la ville de Tokyo, et plus précisément dans l'arrondissement de Koto, un arrondissement qui est situé sur le front de mer. Nous sommes le vendredi 18 avril 2008 quand Mei rentre chez elle après une longue journée de travail. Elle retrouve son appartement tout neuf dans lequel elle a emménagé seulement un mois auparavant et qu'on lui a vendu comme hyper sécuritaire. En effet, il se trouve dans un immeuble auquel uniquement les résidents ont accès, il faut un badge pour entrer. L'immeuble est truffé de caméras et tous les appartements ont une porte qui se verrouille automatiquement quand elle est fermée. Bon, ça peut paraître assez basique aujourd'hui, mais en 2008 au Japon, c'était quelque chose de révolutionnaire et forcément, ça a pesé dans la balance pour Mei et sa sœur Rurika qui ont décidé de prendre un appartement en colocation et elles ont jeté leur dévolu sur l'appartement 916 au 9e étage, le dernier étage de l'immeuble avec une jolie vue sur la ville. En sortant du travail, Mei consulte ses messages sur son téléphone et elle constate que sa sœur Rurika lui a envoyé quelques messages en lui disant qu'elle était sortie du travail avant elle et qu'elle avait fait quelques courses en chemin. Mais quand Mei ouvre la porte de l'appartement, au lieu d'être accueillie par le sourire de Rurika et des effluves de nourriture, ce n'est que le noir et le silence qui l'attendent. En effet, l'appartement est plongé dans le noir le plus complet. Rurika n'est pas là, mais il appelle, elle ne répond pas. Pourtant, il y a bien ses affaires. Les courses qu'elle a faites sont là, elles sont dispersées au sol. Ses chaussures sont dans l'entrée et sa clé est sur la porte. Mais il n'y a vraiment aucune trace de Rurika. Mei tente de l'appeler sur son téléphone à plusieurs reprises, mais elle tombe directement sur le répondeur. Alors elle fait le tour de l'appartement, elle essaye d'observer un petit peu mieux ce qu'elle peut trouver comme indice autour d'elle, et ce qu'elle découvre fait froid dans le dos. Elle découvre au sol le fermoir du piercing de sa sœur, elle découvre également des traces de sang dans l'entrée, et quelques objets ont disparu. Alors il y a le portefeuille et le téléphone de Rurika, mais il y a également un couteau de cuisine. Mei appelle immédiatement la police. Les policiers réagissent tout de suite et bien évidemment la première chose qu'ils font, c'est de consulter les enregistrements des caméras de surveillance puisque l'immeuble en est truffé. Alors on voit bien Rurika entrer dans l'immeuble, on voit bien Rurika monter dans l'ascenseur, aller jusqu'au 9e étage, sortir de l'ascenseur, mais après ça, il n'y a plus aucune trace de Rurika. C'est comme si elle s'était volatilisée. Conclusion de la police après avoir regardé les enregistrements, eh bien Rurika est toujours dans l'immeuble. Elle est peut-être même toujours dans son appartement bien caché quelque part. Et quelqu'un lui a fait du mal. Et cette personne est forcément un voisin, puisqu'il n'y a personne de suspect sur les enregistrements. Je vais maintenant laisser Rurika et Mei un petit peu de côté pour vous présenter une nouvelle personne, un homme. Ne vous inquiétez pas, vous allez vite comprendre le rapport entre lui et la disparition de Rurika. Vous allez voir que leurs destins vont finir par se croiser. Takanori Ochijama est né le 5 janvier 1975 dans la ville d'Okayama. Alors c'est l'aîné d'une fratrie de 4 garçons et il vient d'une famille plutôt aisée puisque son grand-père était un politicien réputé. Malheureusement, alors que Takanori n'était encore qu'un bébé, il n'était âgé que de 1 an et 11 mois, donc à l'aube de ses 2 ans, il lui est arrivé quelque chose de terrible, un terrible accident qui a eu un impact sur sa vie entière. Ce qui s'est passé, c'est qu'il est monté sur le couvercle d'une baignoire. Alors quand j'ai lu ça, je me suis dit le couvercle d'une baignoire, mais oui, effectivement, je vais vous montrer une photo. Au Japon, il arrive que les baignoires aient des couvercles. Donc il est monté dessus, il a grimpé, mais le couvercle s'est ouvert sous son petit corps et il est tombé dans l'eau. Malheureusement pour lui, l'eau était brûlante et il a été brûlé sévèrement au niveau des jambes. Ses blessures étaient tellement graves qu'il n'a pas pu marcher pendant 6 mois. Pendant 6 mois, il a dû remarcher à 4 pattes comme un petit bébé et il a gardé des cicatrices sur ses jambes, des cicatrices assez importantes
qu'il a gardé après toute sa vie. Ça devient un énorme complexe pour Takanori qui subit des moqueries à l'école. Il s'en plaint à ses parents, il leur explique ce qu'il subit, il pleure énormément, il est vraiment pas bien, mais son père, au lieu de le réconforter, se met à lui crier dessus, à lui dire qu'un petit garçon ne doit pas pleurer, qu'il doit s'endurcir et que puisque c'est comme ça, eh bien il va lui faire porter des shorts tous les jours de l'année. Comme ça, à force de subir des moqueries et des critiques, il y deviendra insensible, ça va le rendre plus fort. Donc il fait ça entre guillemets pour l'aider. Bon, évidemment ça ne marche pas du tout. Takanori reçoit encore plus de moqueries, encore plus de critiques à l'école, il est encore plus triste, il pleure encore plus fort et son père en réponse eh bien, lui crie dessus encore plus fort. Et sa mère, elle, eh bien, ne fait rien. Elle est passive, elle laisse son mari gérer la situation et elle ne fait rien non plus pour réconforter son petit garçon. Takanori est complètement désespéré parce qu'il n'a pas d'amis à l'école, il subit des choses très difficiles à l'école et quand il rentre à la maison, eh bien, ça ne va pas non plus puisque ses parents ne sont d'aucun soutien. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il se met à se renfermer de plus en plus sur lui-même et à éviter tout contact social. À l'adolescence, Takanori se met à haïr ses parents. Il est en âge de comprendre et il comprend que ce qui lui est arrivé, que ses cicatrices aux jambes sont de la faute de ses parents qui ont été négligents. En effet, on ne laisse pas un petit enfant de même pas 2 ans tout seul avec une baignoire d'eau brûlante. C'était évident qu'il risquait d'y avoir un accident. Donc il en veut beaucoup à ses parents parce qu'en plus d'avoir été responsable de cette négligence, eh bien derrière ils n'ont rien fait pour l'aider, ils ont même empiré sa situation. Takanori les déteste tellement qu'il se met à penser à les tuer. Mais finalement, il se dit qu'il serait plus sage d'attendre tout simplement d'avoir 18 ans afin de partir et de voler de ses propres ailes. C'est ce qu'il fait dès qu'il atteint l'âge de 18 ans. Il part vivre et travailler à Tokyo et il coupe les ponts complètement avec sa famille. Côté professionnel, ça fonctionne plutôt bien pour Takanori. Il commence sa carrière chez Sega, et oui, la grande entreprise Sega. Il est gestionnaire d'une salle d'arcade, mais ça ne lui plaît pas trop. Lui, quand il est arrivé chez Sega, son rêve, c'était de participer au développement de jeux vidéo. Or, c'est pas du tout le poste auquel on l'a mis et il n'est pas possible pour lui de changer de poste. Donc, il décide de quitter l'entreprise pour devenir développeur dans une entreprise informatique. Là-bas, ça se passe très bien, hein. Bon, après, il fait pas forcément l'unanimité auprès de ses collègues. Certains l'adorent parce qu'ils disent que c'est quelqu'un de volontaire, qui travaille bien et qui propose toujours son aide pour former les nouveaux arrivants. Mais il y a d'autres collègues qui ne l'aiment pas parce qu'il a tendance à être arrogant et à prendre de haut ses collègues qui gagnent moins d'argent que lui. Cependant, le véritable problème de Takanori, c'est son rapport aux femmes. En effet, Takanori n'a jamais eu de petite amie. Il va de temps en temps voir des prostituées, il a des rapports sexuels tarifés, mais il n'a jamais eu de petite amie, il n'a jamais eu une femme qui voulait réellement de lui. Et c'est volontaire de la part de Takanori, il n'a jamais cherché à avoir une petite amie pour la simple et bonne raison qu'il est tellement complexé par ses cicatrices aux jambes qu'il est persuadé qu'aucune femme ne voudra jamais de lui. Il se dit que le jour où une femme verra ses cicatrices, c'est sûr qu'elle le quittera, qu'elle ne voudra plus être avec lui. Et que le seul moyen qu'il ait un jour une femme dans sa vie, ce serait de la rendre dépendante de lui. Alors je vais vous expliquer tout de suite ce qu'il entend par là. Takanori, c'est un homme très seul, qui passe énormément de temps à consommer du contenu X, du contenu érotique. Il passe tout son temps à ça. Et il se met à penser que c'est la vraie vie, que c'est la même chose que dans la vraie vie, vous voyez. Takanori a vraiment une obsession pour le X, il passe son temps à dessiner des scènes sexuelles, il a également plusieurs fétichismes, notamment l'acrotomophilie, c'est l'attirance sexuelle envers les personnes amputées, donc il dessine des femmes amputées en train d'avoir des rapports sexuels, et il a également un gros fantasme qui est celui de forcer une femme à avoir des rapports avec lui. Et malgré son grand âge, il est persuadé, attention c'est très bizarre, il est persuadé que quand on force une femme à avoir des rapports, donc quand on l'agresse, eh bien cette femme finit forcément par aimer ça. Se crée alors une espèce de dépendance, la femme se met à devenir folle de l'homme qui l'a agressée et elle se met à en redemander. Elle demande à l'homme de continuer à faire d'elle tout ce qu'il veut et elle devient comme une espèce d'esclave sexuelle. Et ça, c'est vraiment le fantasme
ultime de Takanori. Quand il fait des dessins, c'est toujours un peu ça qui se passe. On est sur des femmes un peu niaises qui se font agresser et qui en redemandent. Voilà, au départ, elles sont réticentes, elles veulent pas, puis petit à petit, elles deviennent dépendantes de l'homme. Ça, c'est vraiment son rêve. Et il se dit, à force de consommer ce genre de contenu, à force de dessiner ce genre de contenu, à force de rêver que ça lui arrive, il se met à se dire que ce serait quand même pas mal de tenter dans la vraie vie. Et puis le 9 février 2008, Takanori emménage au 9e étage d'un immeuble tout neuf du quartier de Koto. Et ça y est, je pense que vous avez compris le rapport avec Rurika et Mei. Effectivement, ce sont les voisines de palier de Takanori. Et étant donné que l'immeuble est neuf, tous les appartements ne sont pas encore occupés, donc elles ne vivent pas juste à côté de chez Takanori, il y a un appartement qui les sépare, mais cet appartement n'est pas occupé, et leur étage est relativement tranquille. Donc Takanori se dit un jour qu'il serait peut-être pas mal de profiter de la situation et de faire d'une de ses voisines son esclave sexuelle. Vous verrez que le plan de Takanori comporte de nombreuses failles, et la première, c'est qu'il n'a pas compris que ses voisines étaient deux personnes distinctes. Il n'a pas compris qu'il y avait Rurika et Mei. Il pense que c'est une femme qui vit seule dans l'appartement. Pourtant, il a passé du temps à espionner un peu l'appartement, à voir quand est-ce qu'elle rentrait chez elle, etc. Mais il n'a pas vu qu'elles étaient deux. C'est assez dingue. Donc ce qu'il s'est dit, c'est tout simplement qu'il allait agir un vendredi. Comme ça, il a tout le week-end pour profiter de sa victime. Et le lundi, elle peut repartir au travail comme si de rien n'était. Il choisit le vendredi 18 avril pour agir, il rentre du travail à 18h30, il passe immédiatement une tenue confortable, il ôte ses chaussures et il se met derrière la porte de son appartement en collant son oreille pour essayer de guetter le retour de sa voisine. Il entend Rurika rentrer chez elle, il entend les portes de l'ascenseur s'ouvrir et se fermer, il se glisse dans le couloir pieds nus afin de faire le moins de bruit possible. Il arrive derrière Rurika et au moment où elle pénètre dans l'appartement, il bloque la porte, il entre et il l'agresse. Le but de Takanori à ce moment-là, c'est d'enlever Rurika et de l'emmener dans son propre appartement. Mais cet homme est tellement déconnecté de la réalité qu'il est persuadé que Rurika va se laisser faire. Or, ce n'est bien évidemment pas du tout le cas. Rurika se met à hurler, elle se débat, elle lui dit d'arrêter. Et Takanori, ne sachant pas comment réagir, attrape la tête de Rurika et la tape violemment plusieurs fois contre le mur, jusqu'à ce que Rurika se taise. Et Rurika a donc une grosse plaie au front, une plaie qui saigne. C'est le sang qui a été retrouvé par Mei du coup dans l'appartement. Et à ce moment-là, ça fonctionne, elle se tait, elle se met à obéir à Takanori parce qu'elle a très peur de lui et il va vite chercher dans la cuisine un couteau et il appuie la lame de ce couteau contre le cou de Rurika afin qu'elle lui obéisse. Ça fonctionne, Rurika le suit chez lui sans opposer plus de résistance que ça. À ce moment-là, elle a trop peur pour sa vie. Une fois dans son appartement, il ligote Rurika sur son lit avec des liens serflex. Il lui met une serviette dans la bouche afin qu'elle ne puisse pas crier. Puis il retourne dans l'appartement de Rurika pour essayer un petit peu de nettoyer. Il y a également du sang dans le couloir. Donc pour ne pas qu'on sache qu'elle est chez lui, il nettoie le sang dans le couloir. Il nettoie le sang dans l'appartement. Il n'a pas tout nettoyé puisque Mei a découvert du sang en rentrant, mais il a essayé de nettoyer rapidement comme il pouvait. Et il essuie également tout ce qu'il a pu toucher afin d'essayer d'effacer toute trace de son passage, d'effacer les éventuelles empreintes digitales qu'il aurait pu laisser. Takanori rentre ensuite chez lui et il décide de mettre son plan à exécution, c'est-à-dire de forcer Rurika à avoir des rapports sexuels avec lui. Mais il y a deux choses qui vont le freiner dans ce plan. La première, c'est que, encore une fois, Rurika ne se laisse pas faire, elle se débat, elle n'en a clairement pas envie, et ça, c'est pas ce qu'il imaginait. Et ensuite, deuxième chose, sa blessure au front. La blessure est assez profonde, elle saigne, c'est vraiment pas beau à voir, et le plan initial de Takanori, c'était, comme je vous l'ai dit, que Rurika puisse retourner au travail comme si de rien n'était le lundi matin. Donc il pensait qu'il allait réussir à la convaincre de ne rien dire à personne, que Rurika allait, comme je vous l'ai dit, devenir dépendante de lui, se mettre à l'apprécier pendant les agressions sexuelles et que par conséquent elle n'en parlerait à personne. Il avait même prévu de prendre des photos d'elle nue pour lui faire du chantage, en lui disant si tu parles, je montrerai ces photos à tout le monde. Mais là, avec cette plaie au front,
il se dit que ça ne va pas être possible. C'est sûr qu'elle va arriver au travail lundi matin, tout le monde va lui parler de ça, tout le monde va lui demander ce qu'elle a, ce qui lui est arrivé, et c'est sûr qu'il y a un risque qu'elle parle. Et que les gens, en tout cas, même si elle ne disait rien, se rendent compte qu'il y a un problème. Cette situation l'inquiète tellement, le stresse tellement qu'il n'arrive pas à avoir une érection. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il laisse Rurika sur le lit et il va à la place regarder du contenu X. Takanori est à fond dans ses films, il ne capte plus rien de ce qui se passe autour de lui quand soudain, ça toque à la porte. Takanori va voir par le Judas discrètement et il voit que c'est la police. Takanori panique complètement. Il ne s'attendait absolument pas à ce que Rurika soit déclarée disparue aussi rapidement. Je vous rappelle qu'il pensait qu'elle vivait seule. Or, sa sœur vient de rentrer et elle a appelé la police, puisqu'elle a constaté que il était arrivé quelque chose à Rurika. Donc Takanori ne sait pas quoi faire. À ce moment-là, c'est un peu trop tard, on va dire, pour laisser Rurika repartir. C'est sûr qu'il va partir en prison. Il a kidnappé une femme, elle a une plaie au front. Elle peut pas retourner chez elle comme si de rien n'était. C'est impossible, c'est sûr qu'elle va tout raconter. Et du coup, ce qu'il fait, c'est que sur le coup, il fait comme s'il n'était pas là. Il ne répond pas aux policiers. Et puis une fois que les policiers se sont éloignés de son appartement, il se met à réfléchir et il se dit que déjà, c'est sûr et certain qu'ils vont prendre ses empreintes digitales. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il prend un produit chimique et il le frotte sur le bout de ses doigts pour essayer d'altérer ses empreintes digitales. Et puis ensuite, il sort discrètement de son appartement, il sort de l'immeuble, il va faire quelques courses. Il arrive à faire ça sans croiser de policiers. Et puis quand il revient dans l'immeuble avec ses courses, eh bien, il joue les innocents. Il croise des policiers et puis il leur dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous faites là ? Moi, j'étais partie faire quelques courses, j'étais pas chez moi, je comprends pas ce qui se passe. » Alors, il lui demande s'ils peuvent prendre ses empreintes digitales. Il répond « Ok, pas de souci. » Et ils prennent ses empreintes, mais du coup, qui sont un peu illisibles parce qu'elles ont été altérées par le produit chimique. Et ensuite, il rentre chez lui comme si de rien n'était. Et pourquoi la police a pris les empreintes ? Eh bien parce qu'ils ont trouvé une empreinte digitale dans l'appartement de Rurika. Donc, Takanori pensait avoir bien nettoyé, mais il a oublié une empreinte. Et puis, une fois chez lui, Takanori se met à réfléchir et il ne voit qu'une seule option. Il faut qu'il tue Rurika. Parce qu'à ce stade, c'est sûr qu'elle va le balancer. La pauvre Rurika, pendant tout ce temps, elle est toujours ligotée et bâillonnée sur le lit, elle ne sait pas ce qui va lui arriver. Elle a peut-être entendu la police toquer à la porte, elle a eu de l'espoir. Malheureusement, ça ne va pas se passer comme elle l'espère. Ce que fait Takanori, c'est qu'il va chercher un vêtement pour le mettre sur la tête de Rurika afin qu'elle ne se voie pas mourir. Et puis il prend le couteau de cuisine qu'il a pris dans l'appartement de la jeune fille et il lui plante le couteau dans le cou. Profondément, en pensant que ça va suffire à la tuer. Il attend que Rurika meure, mais elle ne meurt pas. Au bout de 5 minutes, quand il voit que ça n'a pas fonctionné, il attrape le couteau et il le retire du cou de Rurika. Là, le sang se met à gicler. Il se dit « Ok, c'est bon, je vais attendre. » Et effectivement, ça fonctionne cette fois-ci. Rurika meurt en se vidant de son sang. C'est hyper triste parce que Rurika, elle est à 2 pas de chez elle. Elle est vraiment juste à côté de chez elle. Il y a des policiers plein l'immeuble. Il y a sa sœur qui est en train de la chercher et elle vient d'être assassinée. Limite sous le nez des policiers. Rurika, elle n'avait que 23 ans au moment de sa mort. Elle travaillait dans un bureau, mais ce n'était vraiment pas un travail qui la passionnait. Son rêve à elle, c'était de travailler dans la mode. Et pour cela, elle s'intéressait énormément à l'art, elle étudiait l'art et elle avait même travaillé dans une galerie d'art pendant ses études. Malheureusement, à cause de Takanori, Rurika est morte et avec elle, ses rêves. Takanori décide ensuite de procéder au démembrement de Rurika. Encore une fois, je vous rappelle que l'immeuble est en train de se remplir de policiers, que Rurika a déjà été déclarée comme disparue, que tout le monde est en train de la chercher. Et là, dans un appartement, sous leur nez, elle est en train d'être démembrée par son voisin de palier. Alors attention, je vais détailler le processus. Je vais vous détailler le démembrement. C'est une des pires choses que j'ai entendues dans ma vie, c'est vraiment gore, c'est vraiment horrible. Donc je vous mets un timecode, si vous ne voulez pas entendre ce qu'il a fait subir au corps de Rurika, avancez la vidéo pour les autres. C'est parti, je vais vous raconter. Takanori ne peut pas sortir le corps de l'immeuble. C'est impossible. Il y a des policiers, il y a des caméras. C'est impossible. Il faut qu'il trouve une solution pour se débarrasser du corps sans se faire prendre.
Et il a une idée. Il commence par scier les membres du corps de Rurika. Donc il scie les bras, il scie les jambes. Et une fois qu'il a fait ça, il retire la chair. Il va utiliser pour tout le démembrement une scie et des couteaux. Il retire toute la chair des bras et des jambes, puis il la découpe en petits morceaux. Il fait des petits morceaux de 5 cm de côté environ. Et une fois qu'il a fait des petits morceaux, il jette tout dans les toilettes et il tire la chasse d'eau. Une fois qu'il a fini avec les membres, il s'attaque à l'abdomen de Rurika. Donc, il ouvre son abdomen, il en sort tous les viscères, et là encore, il fait des petits morceaux. Il jette dans les toilettes, il tire la chasse d'eau. Une fois que c'est fait, il s'attaque à la tête de Rurika, il lui coupe les cheveux, et puis il coupe le haut du crâne avec une scie. Il jette le cerveau dans les toilettes, et ensuite il s'attaque à son visage. Il arrache ses yeux, il découpe son nez, ses oreilles, ses lèvres, il met tous ces morceaux sur une planche à découper, il fait des petits morceaux et il jette tout dans les toilettes et il tire la chasse d'eau. À ce stade, il ne reste plus de chair, il ne reste que les os de Rurika. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il va faire bouillir les os pour les fragiliser et une fois qu'ils sont plus fragiles, eh bien il les casse en petits morceaux. Tous les morceaux qu'il peut jeter, il les jette là encore dans les toilettes, il tire la chasse d'eau. Et puis pour les os un peu plus volumineux, ceux qu'il ne peut pas casser en tout petits morceaux, eh bien il décide de les cacher chez lui. Évidemment, il y a des morceaux qui risquent de sentir parce qu'il y a encore de la chair dessus, donc ce qu'il fait, c'est qu'il cuit tout ça afin que l'odeur ne soit pas trop horrible. Et ensuite, il cache les os, donc il cache une partie des os dans des boîtes en carton qu'il y a chez lui. Takanori, il a plein de boîtes en carton. On ne sait pas pourquoi, il a des montagnes de boîtes en carton. Dedans, ce sont des mangas, des DVD, tout ça. Et donc, il ouvre les boîtes les plus anciennes, celles qui ont l'air vraiment d'être là depuis hyper longtemps, celles qui sont les mieux cachées, qui sont dans le fond, et il met les os là-dedans. Et puis le reste des os, il les met dans le frigo. Alors qu'il est en plein processus de démembrement, la police toque à nouveau à la porte de chez Takanori. Takanori leur ouvre. À ce moment-là, il n'est pas inquiet puisque la police ne sait pas ce qui est arrivé à Rurika. Il se doute qu'elle a dû être agressée par un de ses voisins, mais tant qu'ils n'ont pas la certitude de quoi que ce soit, ils n'ont pas le droit de fouiller les appartements de fond en comble, de les perquisitionner. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est discuter avec les voisins, leur demander s'ils acceptent de montrer telle ou telle chose, de faire visiter leur appartement, mais ils ne peuvent pas forcer qui que ce soit à accepter. Donc à ce stade, ce qu'ils font, c'est simplement qu'ils toquent chez tout le monde, chez tous les voisins. Ils leur posent quelques questions, ils prennent leurs empreintes, ils discutent un peu avec eux pour prendre la température. Éventuellement, ils font un petit tour de l'appartement et voilà. Donc quand ils arrivent chez Takanori, Takanori est hyper tranquille, il parle avec eux, il leur dit qu'il est au courant de rien, qu'il voit un peu qui est Rurika parce qu'il l'a croisée 2-3 fois dans les couloirs mais pas plus, il a jamais parlé avec elle. Et puis ce jour-là, il n'a rien vu, rien entendu. Il les laisse entrer dans l'appartement, il voit que les policiers sont en train de regarder bizarrement ces boîtes en carton, donc il leur dit « Oh, vous inquiétez pas, je vais vous montrer ». Il prend 2-3 boîtes, il les ouvre devant les policiers, il voit qu'effectivement ce sont des mangas, des DVD. Évidemment, il a choisi des boîtes dans lesquelles il n'avait pas caché d'eau, et il remet les boîtes en place, il va pour en ouvrir encore une autre, et là les policiers lui disent « Non, c'est bon, on a compris, il n'y a rien de compromettant », et ils repartent. Ce voisin très coopératif et sympathique ne les inquiète absolument pas à ce stade. Le lendemain des faits, soit le samedi 19 avril, Takanori décide d'aller faire un petit tour. Il sort de l'immeuble et il est accueilli par des hordes de journalistes. Et Takanori décide de leur accorder une petite interview. Je vous rappelle qu'à ce stade-là, il n'est pas plus suspect que ça, il n'est pas plus suspecté que ses autres voisins, mais à cause de cette interview, il va devenir le suspect numéro 1. Ce qui se passe, c'est que Takanori n'est clairement pas fait pour parler à des journalistes. Il est hyper stressé et les gens qui ont pu regarder cette interview en direct à la télé se sont amusés à compter le nombre de fois où il rigole pendant l'interview et il a rigolé un total de 16 fois, à des moments pas du tout appropriés. On est en train de lui parler d'une de ses voisines qui a disparu, qui a très probablement été agressée par un voisin. Il est un de ses voisins, d'ailleurs un de ses voisins les plus proches, en termes de géographie, ils n'étaient pas proches amis, mais vous voyez ce que je veux dire. Et il est là à rigoler. La situation l'amuse.
Par contre, quand les journalistes lui parlent de sa possible implication, lui disent qu'il est possible qu'il soit suspect numéro 1 parce qu'il était le voisin de palier, et bien là, d'un coup, il panique, il a le regard fuyant, il répond assez mal aux questions, et il faut savoir que pendant cette interview, il y a des policiers en train d'écouter. Il y a des policiers absolument partout, et on peut voir des photos de lui en train d'être interviewé avec des policiers qui sont littéralement à quelques mètres dans son dos et qui entendent tout ce qu'il dit. Or, ses réponses aux journalistes sont vraiment bizarres. Par exemple, à un moment donné, un journaliste lui demande s'il trouvait Rurika jolie et il répond « Oh bah peut-être, je sais pas trop », comme ça en rigolant. Trop bizarre. Quand ils lui disent qu'il est probablement un des principaux suspects, là encore il rit et il dit « Ah bah ouais, je suis suspect ». En quoi c'est drôle. Et puis quand il lui demande si c'est la première fois qu'il quitte son appartement depuis la disparition, il répond que oui, il s'est dit que ce serait une bonne idée de se faire discret quelque temps. Qui répond ça quand il n'a rien à se reprocher? Et c'est pas tout, il donne une réponse au journaliste qui est différente de ce qu'il a raconté aux policiers, alors que les policiers sont juste derrière lui. En effet, quand il lui demande s'il a déjà vu Rurika, s'il la connaissait, il répond qu'il ne l'a jamais vue et que la première fois qu'il a découvert son visage, c'est quand les policiers lui ont montré une photo en lui disant qu'elle avait disparu. Or, je vous rappelle qu'il avait dit aux policiers qu'il l'avait croisée dans l'immeuble à plusieurs reprises. À ce moment-là, forcément, les policiers le soupçonnent fortement d'être responsable de quelque chose, mais encore une fois, ils n'ont pas de preuves contre lui. Ils le trouvent juste bizarre et très suspect. C'est tout, ils ne peuvent rien faire. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils retournent dans leur commissariat pour attendre un peu de voir ce que l'analyse des preuves donne. Ils comparent toutes les empreintes qu'ils ont récupérées dans l'immeuble à l'empreinte retrouvée dans l'appartement de Rurika. Ça fait beaucoup de travail. Et finalement, quand ils ont tous les résultats, on est déjà fin mai. Il y a énormément de temps qui s'est écoulé et ça n'a rien donné. Toutes les analyses d'empreintes n'ont rien donné. Mais il y a les empreintes de Takanori. Ils ont bien vu qu'il avait altéré ses empreintes avec un produit et ils se disent qu'aujourd'hui, peut-être que ses doigts ont guéri, peut-être que ça va mieux et que ce serait plutôt pas mal de lui rendre une petite visite pour reprendre ses empreintes. En attendant, ça fait 1 mois donc depuis le meurtre et Takanori a réussi à se débarrasser entièrement du corps de Rurika. Il n'y a plus rien dans son appartement puisqu'il a récupéré tous les os qu'il avait cachés et en fait à chaque fois qu'il allait au travail le matin, il mettait un peu d'eau dans son sac à dos, quelques-uns dans ses poches et puis il faisait exprès de passer par des endroits un peu reculés, par des ruelles. Il prenait exprès un chemin plus long pour passer par des endroits discrets et il jetait les os dans des poubelles. Mais quand les policiers reprennent ses empreintes, effectivement, ses bouts de doigts ont guéri. Ce qu'il avait fait avec le produit chimique n'était que temporaire et cette fois-ci, ça match avec l'empreinte retrouvée chez Rurika. Takanori est arrêté. Alors, il est arrêté uniquement pour effraction puisqu'il n'y a pas de corps, donc il n'y a pas de preuve de quoi que ce soit pour le moment. Mais finalement, pas besoin de corps puisque Takanori avoue tout aux policiers. Tout dans les moindres détails. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai raconté jusque-là, ça vient de la confession de Takanori lui-même. Les policiers se précipitent alors chez Takanori, ils passent l'appartement au luminol et ils voient qu'effectivement il y a une grande quantité de sang qui a coulé chez lui, sang appartenant bien à Rurika. Ensuite, ils se mettent à fouiller les canalisations de l'immeuble, les égouts de la ville, les décharges de la ville, les poubelles dont Takanori leur a parlé. Ils fouillent, c'est un petit travail de fourmi, mais grâce à ces fouilles, ils arrivent à récupérer 49 fragments d'os et 172 petits morceaux de chair. C'est tout ce qu'il reste de Rurika, mais ça suffit à inculper Takanori pour meurtre. Takanori a été jugé le 13 janvier 2009. Il a plaidé coupable et il a demandé lui-même la peine de mort. Il a expliqué qu'effectivement il avait des remords et qu'il n'y avait qu'en enfer qu'il pourrait demander pardon. Le procureur lui aussi requiert la peine de mort ainsi que la famille de Rurika. La maman de Rurika a qualifié Takanori de démon à visage humain. Cependant, le juge n'est pas de cet avis. Il refuse de mettre la peine de mort à Takanori et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. En effet, au Japon, on ne met pas la peine de mort à n'importe qui. C'est vraiment réservé à des cas exceptionnels et les juges se basent pour cela sur quelque chose qui s'appelle le critère Nagayama. Nagayama, c'était le nom
d'un jeune homme de 19 ans qui, dans les années 80, a commis plusieurs vols avec des meurtres. Il a tué certaines de ses victimes. Ce jeune homme, Norio Nagayama, a été condamné à mort. Et lors de son procès, on a établi 9 points, 9 critères qui justifient finalement le fait de mettre la peine de mort. Et c'est resté. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'un crime réponde bien à ces 9 points afin que la peine de mort puisse être donnée aux criminels. Bon, il y a des points plus importants que les autres, vous allez voir. Je vais vous lire ces 9 points. Alors, 1. Le degré de cruauté. 2. Le mobile. 3. La nature du crime, c'est-à-dire la façon dont la victime a été tuée. 4. Le nombre de victimes. Ça, c'est le critère le plus important du critère Nagayama. C'est très rare de mettre la peine de mort au Japon à quelqu'un qui n'a fait qu'une seule victime. Ensuite, numéro 5, l'impact sur la famille de la victime. Numéro 6, l'impact sur la société japonaise. Si le crime, par exemple, a choqué la communauté, quelque chose comme ça. Numéro 7, l'âge du tueur. Numéro 8, est-ce qu'il a un casier judiciaire, oui ou non? Et numéro 9, les remords. Dans le cas de Takanori, vous voyez qu'il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Et déjà, le nombre de victimes, il n'a fait qu'une seule victime. Comme je vous disais, c'est le critère le plus important. Généralement, pour une seule victime, il n'y a pas de peine de mort de toute façon. Et puis en plus de ça, Takanori, c'est un homme qui n'avait jamais fait parler de lui en mal auparavant. Il n'avait jamais rien fait. Il avait un casier judiciaire vierge. Il présente des remords lors du procès, même s'il sonne faux. Et puis en plus de ça, le juge a également estimé que le meurtre en soi n'était pas cruel. Alors attention, c'est l'avis du juge. Ça ne veut pas dire que moi je suis d'accord avec lui. Je vous explique juste l'avis du juge parce que tout le temps dans les commentaires, il y en a qui croient que quand je donne l'avis de quelqu'un, je suis d'accord avec. Pas forcément. Pour le coup, là, je trouve ce crime particulièrement atroce. Même si effectivement Rurika était déjà morte au moment où il l'a démembrée, ça reste immonde de faire un truc pareil. Mais le juge, lui, il a décidé de séparer les deux. Pour lui, ce qui s'est passé après le meurtre, ça ne l'intéresse pas. Le meurtre en soi, il a jugé qu'il n'était pas très cruel, puisqu'il a mis quelque chose sur la tête de Rurika pour qu'elle ne se voie pas mourir. Il a essayé de trouver une solution pour la tuer de manière assez rapide, qu'elle ne souffre pas trop. Donc il a jugé que c'était pas assez abominable pour mériter la peine de mort, puisque pour la peine de mort, il faut que le meurtre ait été particulièrement cruel, particulièrement violent, qu'on se soit acharné sur la victime. Vous voyez, ça reste horrible de tuer quelqu'un quoi qu'il arrive, mais il y a des degrés, en tout cas selon la loi japonaise. Et le juge va encore plus loin puisqu'il estime qu'il y a une, certes très petite, mais une chance qu'un jour, Takanori soit réinséré dans la société. Il y croit, voilà. Bon, le procureur n'est pas du tout d'accord avec le juge. Il fait appel de cette décision. Il demande à ce que le cas de Takanori soit traité de manière exceptionnelle à cause de la barbarie dont il a fait preuve envers Rurika après sa mort. Mais l'appel a été refusé et le procureur a laissé tomber. Il n'a pas redemandé à faire appel. Il s'est dit que de toute façon, il y avait peu de chances que la décision du juge change. Donc, c'est ce qui est resté. Takanori passera le restant de sa vie derrière les barreaux. Alors attention, la perpétuité au Japon n'est pas réelle. C'est comme en France, au bout d'un moment, les détenus peuvent demander leur libération. Après, elle est acceptée ou elle est refusée, mais ils peuvent demander. Donc qui sait, peut-être qu'un jour Takanori retournera parmi les citoyens japonais, mais il y a quand même peu de chance, bien évidemment. Surtout que lors du procès, certes, il a dit avoir des remords, mais comme je vous l'ai dit, ça sonnait faux, puisque en parallèle, il disait aussi que c'était pas vraiment sa faute, que finalement tout ça, c'était la faute de ses parents, que lui, voilà, il avait pas de chance parce qu'il avait vécu ça dans son enfance, et puis qu'il avait jamais eu de petite amie, et que sans ça, ce serait jamais arrivé. Enfin, en gros, il se trouvait des excuses. Ce genre de profil, généralement, n'est pas réinséré dans la société, ou en tout cas, pas de sitôt. Pour terminer cette vidéo, j'ai bien évidemment une grosse pensée pour les proches de Rurika, ses parents, sa sœur, ses amis. Il faut savoir que dans les tribunaux japonais, généralement, on essaye d'épargner au maximum la famille et tout ce qui est photos de scènes de crime, photos du corps, etc. On essaye de pas montrer la vraie photo. Donc soit ils vont montrer une réplique, soit ils vont flouter la photo, la montrer en noir et blanc. Ils vont faire en sorte que ce soit le moins choquant possible. Mais là, dans le cas de ce procès-là, eh bien, ils ont frappé fort en montrant dès le début du procès
une photo des restes de Rurika. Donc ils avaient mis une photo d'une batte de baseball et sur cette batte de baseball étaient alignés les 49 fragments d'os et les 172 morceaux de chair. Donc tout ce qui restait de la pauvre Rurika, et ses proches ont dû voir ça. C'est absolument atroce. C'est également tout ce qu'ils ont pu enterrer de Rurika. Sa mère disait à quel point c'était important pour elle de serrer sa fille dans ses bras, même morte, mais il reste que des petits morceaux de chair qui ont séjourné dans les poubelles et les égouts de la ville. C'est horrible. Ils n'ont pas pu la serrer dans leurs bras une dernière fois, lui faire un bisou, lui tenir la main. Non, ils n'ont pas pu faire tout ça, et ça c'est à cause de Takanori. Et ça n'a pas été pris en compte par le juge au moment où il a pris sa décision. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je vous retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires.